Bien, parlons de Beethoven. Alors, après avoir essayé de montrer ce qui faisait la spécificité du Brahms de Furtwängler, j'aimerais cette fois-ci vous parler de la vision du chef dans les symphonies de Beethoven, et pourquoi je trouve que cette vision, même si c'est un avis purement personnel, est aussi géniale que problématique. Problématique, non pas au sens où elle serait à bannir, évidemment, on parle de Furtwängler, mais tout simplement parce qu'elle pose des problèmes, je trouve qu'elle pose des questions. Alors, ce qui vient peut-être immédiatement à l'esprit quand on parle de Beethoven, c'est toute l'humanité qui traverse son œuvre. Et à ce titre, le Beethoven de Furtwängler est résolument humain, mais il est également, au-delà même de cette humanité, véritablement idéaliste, selon moi. Et donc, j'aimerais poser la question, qu'est-ce qui fait l'unité de la vision furtwänglerienne de Beethoven? Et commençons dans un premier temps par, avant tout, un léger panorama des enregistrements qu'on a de Furtwängler dirigeant les symphonies de Beethoven, comme j'avais fait avec Brahms. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description. Alors, en parlant de la première symphonie, avant tout, je vais commencer par vous citer un mot de Sami Abra, qui a longtemps été la voix de la société Furtwängler, et qui, à propos de cette symphonie de jeunesse, disait qu'il voulait l'entendre, qu'il souhaitait l'entendre, non pas comme une œuvre candide du jeune Beethoven, mais bien avec la vision qu'en aurait eu Beethoven en ayant écrit les 8 autres symphonies. Et ce qui est, indépendamment de ce qu'on pense de cette opinion de Sami Abra, à mon avis vraiment indiscutable, c'est qu'au moins une partie de l'intérêt de la première symphonie réside en ce qu'elle contient déjà en germe toutes les qualités qui vont porter les 8 autres qui vont suivre. En fait, tout est déjà là, et ne se verra, c'est marrant, que rétrospectivement, une fois qu'on aura parcouru tout le corpus symphonique de Beethoven. Furtwängler, lui, il s'inscrit tout à fait dans cette lecture qu'on pourrait appeler rétrospective, et il dote la première symphonie, à ce titre, d'une certaine dimension métaphysique. Et en tous les cas, du point de vue de l'appréhension que Furtwängler en a, je crois qu'on peut vraiment dire qu'il la considérait, cette première symphonie, comme n'importe quelle autre des 9. Alors, il y a plusieurs enregistrements de la première par Furt, mais le plus intéressant, je pense, c'est plutôt que ce concert très tardif de 1954 à Stuttgart, l'enregistrement que Furtwängler a gravé en studio avec la Philharmonie de Vienne, chez EMI, HMV, et qui aujourd'hui est disponible chez Warner. En fait, je trouve de manière générale que Furtwängler est extrêmement intéressant en studio, pourvu qu'on lui donne les moyens techniques en termes de technique d'enregistrement, c'est-à-dire qu'on lui permette de s'exprimer correctement. Autrement dit, s'exprimer correctement, ça veut dire quoi? Ça veut dire laisser à Furtwängler déployer la dimension organique de la musique sur la durée longue, une durée qui est beaucoup plus longue que chez d'autres chefs d'orchestre. Et cet enregistrement de la première symphonie, c'est déjà, je trouve, une excellente première synthèse de ce que Furtwängler peut faire de mieux dans Beethoven. On retrouve de la tension, des dimensions, des lectures multiples, et une profondeur dans l'approche qui est absolument vertigineuse. Pour moi, cette version de Furtwängler, chez le studio, c'est un vrai jalon de la discographie de la première symphonie, complètement à l'opposé pour le coup, de la version de Toscanini par exemple, qu'on pourrait estimer comme une autre référence de la première symphonie. En revanche, je suis, à titre personnel, beaucoup moins conquis par la vision de Furtwängler dans la deuxième symphonie. Bon, je nuance cependant tout de suite en ajoutant que la seule version dont on dispose de la deuxième symphonie par Furt, c'est cet enregistrement de 1948 avec la Philharmonie de Vienne, mais à Londres, pour un cycle complet, mais dont c'est la seule et unique trace qui nous soit parvenue. Et quel dommage vraiment. Peut-être donc que cette prise de son qui est vraiment mauvaise, vraiment désastreuse, c'est elle qui ruine mon appréciation, malgré, je tiens à le souligner, l'excellent travail de Christophe Hainaut du studio Arresson pour restaurer cet enregistrement dans le nouveau coffret qui est paru chez Warner en SACD hybride. Cela étant dit, on ne peut pas dénier, je pense, de grandes qualités à cette interprétation de la deuxième par Furtwängler, comme, par exemple, son sens de l'architecture, son sens de la construction, et qui donnent tous deux une complexité à une œuvre qui, bien souvent, semble pâle à côté du reste de la production symphonique de Beethoven. Ce qui est clair, je pense, c'est qu'une vision contemporaine, comme celle de Giovanni Antonini, par exemple, que j'adore dans cette symphonie, ou même des visions de l'âge d'or du disque, comme les interprétations de Hermann Scherchen ou René Leibowitz, rendent, à mon sens, bien mieux compte du caractère essentiellement vivant et sensible de l'œuvre, autrement dit finalement assez peu métaphysique. Ces chefs-là recherchent plutôt la souplesse dans la ligne mélodique, et on pourrait presque dire une forme de swing et de légèreté. Bon, fin des symphonies de jeunesse, passons au monument.
l'Heroica. Alors là, on est quand même servi niveau discographie chez Furtwängler. Alors évidemment, on a 1944 à Vienne, on a 1947 à Vienne aussi chez Tara, dans le coffret Warner aussi avec l'intégralité des enregistrements studio de Furtwängler, qui a été édité récemment, vous savez, la grosse somme de 55 CD. Et puis on a 1950 à Berlin chez Audité, 1952 à Vienne, le fameux enregistrement studio édité à l'époque par HMV, dans une superbe qualité sonore, mais aussi une autre en 1952, en décembre à Berlin, chez Audité, ou bien dans le magnifique report qui est paru à la SVF et qui est disponible en téléchargement. Bon, alors, pour commencer sur l'héroïque, elles sont toutes intéressantes, ces versions, et elles sont pas seulement intéressantes, elles sont magnifiques. Cependant, il faut bien dire que des différences non négligeables séparent toutes ces versions. D'abord, la première qu'on remarque, si on est honnête, c'est le tempo. En 1950, par exemple, Furtwängler se montre plus rapide, mais aussi du même coup plus léger qu'en 1952 avec le même philharmonique de Berlin. En 1947, à Vienne, il est aussi plus vif qu'en 1952, dans un studio qui se révèle d'une souplesse absolument souveraine. Je le redis, j'aime beaucoup les enregistrements de Furtwängler dans Beethoven en studio. Mais vous remarquerez que j'en ai omis une. Et je l'ai fait de manière absolument volontaire, parce que c'est un sommet, non seulement dans la discographie de Furtwängler, mais aussi tout simplement, non seulement dans la discographie de l'Heroica, mais tout simplement dans l'histoire de l'enregistrement en général. En 1944, à Vienne donc, en public, on a toutes les qualités de Furtwängler. Expressivité ineffable, tension qui en devient éprouvante pour l'auditeur, impact physique vraiment, mais en même temps profondeur métaphysique, lyrisme, contraste, et surtout, c'est peut-être le plus important, un engagement total au service d'une œuvre dont l'interprétation va vraiment restituer la monumentalité. Alors, je vais donc évidemment vous en faire écouter un extrait, parce que ça serait dommage de louper ça. Je vais donc vous passer le premier mouvement de l'interprétation de 1944, mais je voudrais juste, avant, vous donner un mot, une nouvelle fois de Sami Abra, à propos de l'héroïque par Furtwängler. Voici donc ce que Sami Abra disait. « Lorsque le thème a commencé, il y avait une certaine majesté que je n'avais entendue nulle part. Le premier forté découlait logiquement par progression du premier piano et, au fur et à mesure que le mouvement se déroulait, tous les morceaux du puzzle sont tombés en place. Je n'avais jamais imaginé une telle construction possible, jamais entendu des fortissimos aussi beaux. Je dis beaux et non pas forts. Aujourd'hui, je sais pourquoi ils sont beaux. C'est parce qu'ils ont une tension. La beauté de fortissimo de Furtwängler dans le discours musical, la continuité de la ligne mélodique qui part d'un bout à l'autre de l'orchestre, qui séjourne dans un pupitre, passe dans les autres et revient à la source, c'est admirable. On ne la perd jamais. Dans son discours musical, il y a une certaine qualité de grandeur, pas seulement physique, mais métaphysique. Chez Klemperer, il y a cette même grandeur physique, comme les menhirs de Karnak. Mais chez Furtwängler, la pierre est vivante. Alors, je trouve cette citation de Sami Abra absolument magnifique, et bien évidemment, je vous laisse sur un extrait de l'Heroica 44.
Après la troisième, après l'Eroica, vient donc logiquement la quatrième, la première des grandes symphonies qu'on appelle paires de Beethoven. Il y a une idée assez répandue qui voudrait que les symphonies paires et impaires appellent des qualités différentes chez l'interprète, ce qui n'est d'ailleurs pas totalement infondé et c'est assez intuitif quand on les écoute. Et donc ça voudrait dire que les qualités de certains chefs s'adapteraient mieux aux symphonies impaires, comme typiquement Karajan, et d'autres, les qualités de d'autres chefs, aux symphonies paires, mais là, je remarque qu'on manque un peu plus d'exemples. Peut-être parce que la catégorie, ce qui fait unité dans l'énoncé symphonie paire de Beethoven, est en fait difficile à identifier. On pourrait peut-être penser à quelqu'un comme Scherchen, mais encore, c'est compliqué de trouver l'unité. En effet, s'il y a peut-être une souplesse rythmique plus visible dans les symphonies paires, ce qui fait qu'on en revient à Scherchen, qu'est-ce qui fait corps entre des symphonies comme la deuxième et la huitième, qui sont légères, vives, marquées par l'influence ou l'hommage à un compositeur comme Haydn, et d'autres usant de la souplesse pour être plus illustratrices, comme la sixième, ou bien tout simplement en se construisant cette fois-ci sur le contraste, comme la quatrième. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut concevoir chaque symphonie comme étant une entité à part, bien sûr, alors que, paradoxalement, Furtwängler se montre plutôt systématique dans leur appréhension. Et donc, Furtwängler applique, on pourrait dire, les mêmes conceptions générales à l'ensemble du corpus symphonique beethovenien, ce qui explique une réserve que j'avais déjà émise sur le Beethoven de Furtwängler dans une précédente vidéo sur Brahms, celle dont je vous parlais et qui sera en description. En fait, Furtwängler applique une conception qu'on pourrait dire post-romantique, marquée par l'interrogation métaphysique, incarnée dans ce qu'on pourrait appeler la largeur de l'expressivité, et il l'applique à un corpus qui est tout à fait polymorphe. La quatrième de Beethoven, on y vient par Furtwängler, c'est ainsi ce qu'on pourrait appeler, je pense, un objet hybride, qui semble évacuer les contrastes de la narration pour provoquer une forme de vertige chez l'auditeur. La question que je me pose alors, c'est est-ce l'esprit de l'œuvre? Quand on écoute Carlos Kleiber, Hermann Scherchen ou plus récemment Johannes von Mörzel sur instrument d'époque, on a affaire à une œuvre qui est avant tout lumineuse, qui est marquée par un regard vif, non dénué d'interrogation, comme par exemple l'introduction du premier mouvement, cette espèce de défilé de fantômes par exemple avec Carlos Kleiber, ou même de réserve ou de retour en arrière nostalgique, c'est le cas du second mouvement. Mais jamais, je crois, dans la quatrième, il est question à proprement parler de vertige métaphysique, à part dans l'interprétation de Furtwängler. C'est peut-être aussi d'ailleurs pour ça qu'on peut l'adorer. Cela étant dit, cet objet hybride, qui est cette version par Furtwängler de 43, que je trouve plus intéressante que l'enregistrement de 1952, qui est même surpassé par un enregistrement assez mésestimé en 1950, mais on a deux versions que je trouve un poil figées, eh bien cet enregistrement de 1943, il mérite vraiment d'être écouté. Les deux enregistrements, en réalité, il y en a deux, en 1943, avec et sans public, parce qu'ils sont une sorte d'ovni complètement à part dans la discographie, qui révèle les aspects des facettes inconnues de l'œuvre. Et ça, c'est très important. Mais après ces divagations sur la quatrième, j'ai un peu digressé, parlons de la cinquième symphonie, la symphonie du destin. Alors, c'est l'œuvre qu'a le plus dirigé Furtwängler de toute sa carrière. Il en donne, là encore, une vision très singulière. D'abord, par des variations de tempi inouïes, et qui relèveraient du mauvais goût chez n'importe quel autre interprète. Ce qui donne peut-être d'ailleurs une bonne idée du vertige que peut provoquer la grandeur de Furtwängler. L'esprit de chaque mouvement est porté par Furtwängler à son paroxysme, au bord du gouffre. Le premier mouvement, il est d'une lenteur pesante et d'une noirceur qui n'a d'égal que le lyrisme qui agit en lui comme une source de lumière. Le second, le deuxième mouvement, il est d'une souveraine élégance, le troisième d'une intensité folle, et le dernier, c'est une sorte de course à l'abîme dont le tempo, le plus rapide de toute la discographie, je pense, contraste dans une parfaite symétrie avec le premier mouvement. Alors, comme c'est l'œuvre que Furtwängler a le plus donné, on a une discographie absolument pléthorique, comme avec l'Eroica. Alors d'abord, on a un enregistrement de 1926, le tout premier enregistrement de Furtwängler, mais un enregistrement dont la technique sonore ne nous donne aucune réelle information sur l'art de Furtwängler à l'époque, je crains. Ensuite, on a une première vision, vive et plus allante, plus naturelle pourrait-on dire, plus proche du flux naturel que des forces du destin, qu'on retrouve dans deux fabuleuses versions, le studio de 1937, magnifiquement restauré par le studio Arresson dans le coffret Warner, et un concert injustement méconnu de 1939, édité par le label du Philharmonique de Berlin. 1939 étant évidemment plus noir que 1937 dans la vision. La guerre, comme on le sait, marque une intensification et une rupture dans le style de Furtwängler. En 1943, donc, Furtwängler propose une vision d'une violence extrême, sans aucun espoir, qui se termine presque par une descente plutôt que par une élévation. Les variations et les changements n'ont jamais été aussi forts dans une interprétation de la cinquième symphonie, je pense. Et après la guerre, toutes les versions de Furtwängler
seront marqués par la noirceur et le désespoir qui est apparu en 1943, que ce soit en 1947 pour son retour à la scène, ou même en 1954 dans deux versions d'une extraordinaire beauté formelle, à Berlin en public, chez Audité, et à Vienne en studio, dans une maîtrise dont l'enregistrement nous donne accès, au moins en partie, au fameux son de Furtwängler. On n'a pas toujours ce fameux son de Furtwängler, ce son qui crépite. Et ce studio de 1954, par la technique de l'enregistrement, nous en donne un accès privilégié. Dans la foulée de l'orageuse 5e symphonie, Beethoven publie son ode à la nature, la symphonie pastorale. C'est une symphonie illustratrice qui prend en charge la description de certaines expériences sensibles de la nature ou de ce qui se déroule dans un cadre naturel, par exemple la danse des paysans. Mais Furtwängler, lui, étonnamment, ou moins quand on le connaît, va résolument tirer l'œuvre vers l'abstraction, vers ce qu'il y a purement au-delà de ce qui est décrit, ramenant une dimension physique par la dimension organique de sa direction, et non par la description. Le lyrisme est absolument total, et c'est ce qui permet à Furtwängler de proposer deux mouvements d'une lenteur extrême, mais appuyés dans le discours, qui ne verse pas du tout dans l'évanescence, auquel cas la tension se perdrait. À partir du troisième mouvement, le tempo se fait plus pressant, pour préparer le paroxysme de la tension qui consistera dans le dernier mouvement, et non l'orage. Et c'est là tout le génie de Furtwängler. Tout est amené pour conduire à la réalisation pleine de la profondeur unique du final. Évidemment que l'orage est d'une tension unique et sans doute inégalée dans l'histoire de l'enregistrement, mais le dernier mouvement, pris à un tempo extrêmement vif par Furtwängler la plupart du temps, excepté dans son enregistrement studio en 1952, il est d'une puissance expressive proprement hallucinante. Je vous propose donc d'écouter ce dernier mouvement, et je vous invite à prêter attention à deux choses. L'une générale, la souplesse de la direction, qui permet comme à la lumière d'irriguer ce moment où l'orage passe en venant comme du néant sans qu'on perçoive d'abord d'où vient cette lumière. Et une autre chose particulière, les pizzicati, qui ici sont uniques, complètement singuliers dans toute la discographie.
Alors, il y a plusieurs grandes, plusieurs immenses même, pastorales par Furtwängler. D'abord, on a 1943, en studio, pendant la guerre, qui est une version plus intéressante que bouleversante, je trouve, même si son contexte la rend de fait assez particulière. Formellement, la plus belle, c'est sans doute 1954 à Berlin en public, dans le même concert que la cinquième dont je vous ai déjà parlé. On peut mettre à part 1944, je pense, en public, qui est une version d'une noirceur et d'une intensité tellement excessive qu'elle est complexe à inscrire dans l'esprit de l'œuvre pour moi. Mais là encore, c'est une opinion personnelle. Les deux qui m'intéressent tout particulièrement le sont parce qu'elles représentent en fait deux versants d'une même montagne. D'abord, on a l'intensité, une version véritablement ancrée dans l'instant en 1947, et cette lumière qui revient après la vision désespérée de la guerre. Et puis 1952, qui vient d'être restauré par le studio Harrison pour le fameux coffret Warner, et qui propose une hauteur de vue et un lyrisme solaire, et qui est selon moi une version extrêmement mésestimée, alors que Furtwängler a pu ajuster sa vision à l'expérience singulière du disque. Aussi paradoxalement que ça puisse paraître, la septième me pose en fait plus de problèmes dans la vision de Furtwängler que la pastorale. Pour des raisons d'esprit, alors que paradoxalement toute cette abstraction que Furtwängler introduit dans la sixième paraît intuitivement contre nature. En fait, c'est surtout que l'expérience de la septième dirigée par Furtwängler me paraît complètement contraire à mon intuition personnelle. Mais cela n'engage que moi. C'est parce que la septième, c'est cette symphonie solaire, allante, l'apothéose de la danse, c'est la fameuse citation de Wagner. Alors que Furtwängler, lui, il en fait une construction faite avant tout de rupture, une expérience presque de la douleur, et presque un cri, notamment dans le final. Lorsqu'on écoute des chefs comme Carlos Kleiber, Karajan, ou même des chefs qui peuvent adopter des tempi beaucoup plus lents, comme Giulini, récemment Gottfried van der Goltz, on n'a pas le sentiment d'étouffer comme avec Furtwängler, on n'est pas pris à la gorge. Et en plus, la septième, c'est une symphonie qui d'ordinaire se termine bien, comme c'est souvent le cas d'ailleurs chez Beethoven, mais Furtwängler, il me semble vraiment le seul dans l'optique contraire. La septième, ça se termine mal par Furtwängler. Plus encore, je pense que la septième symphonie, c'est quand même une œuvre qui propose une expérience esthétique de la pureté de la joie. Beethoven, d'ailleurs, il a noté le deuxième mouvement allegretto, alors que Furtwängler le prend résolument adagio. Mais, après l'avoir autant déprécié, je vais cependant opérer une certaine réhabilitation de la septième par Furtwängler, parce que, quand même, on a un objet musical qui est absolument fabuleux. D'abord, Furtwängler y rend la septième tangible. Il la rend capable de produire un impact physique sur l'auditeur qui lui fasse une impression instantanée. On est ancré dans le moment présent, on y est cloué, on en est même prisonnier. Et ensuite, Furtwängler reconstruit du même coup la narration avec ses ruptures. Il en fait certes autre chose, mais il la module comme quelque chose que ne nous permet aucune anticipation. L'histoire, la narration de la septième, elle est vraiment en train de se créer, de prendre vie devant nous. Et enfin, c'est une vision qui nous maintient dans un état de tension permanent et nous surprend volontairement pour nous emmener ailleurs. Ainsi, on a deux immenses versions de la septième par Furtwängler, parce que je me permets d'évacuer la version de 1953 chez Deutsche Grammophon, ou Tara, qui souffre d'une pesanteur qui la retient un peu, et puis celle de 1954 chez Orfeo, que je trouve a quand même un poil de lourdeur pour être honnête, mais là encore c'est une pure opinion personnelle. On a donc pour moi deux versions, encore une fois deux versants d'une montagne, d'un côté 1943 à Berlin, mais une version un peu extrême, une course dans le vide qui vient écraser véritablement le spectateur, ou plutôt l'auditeur, et puis de l'autre côté on a 1950 à Vienne, qui elle propose un sens de l'architecture et une clarté absolument fabuleuse, et in fine, malgré tout il y a de la lumière, et ça me convient plus à mon goût en tout cas. Alors je passe assez rapidement sur la huitième, qui possède les mêmes défauts sous la baguette de Furtwängler que la deuxième je pense, mais avec en plus un élément supplémentaire qui échappe complètement à Furtwängler, l'humour. La huitième c'est drôle. Et le plaisir esthétique vient aussi du fait qu'on s'amuse, je trouve, en écoutant la 8e symphonie. Alors que le tissu orchestral avec Furtwängler, il est épais. Le discours, qui est déjà haché à la base, c'est une symphonie très hachée, la 8e. C'est fait de contraste et de fracture. Et Furtwängler, lui, il la fracture encore plus. Je ne peux donc que vous conseiller d'aller écouter, pour comparer avec Furtwängler, vraiment, dans des visions complètement opposées, celle de Scherchen, extrêmement lumineuse, pleine d'humour. D'ailleurs, alors que Scherchen prend la symphonie à un tempo extraordinairement rapide, il décide de ralentir pour saccader le deuxième mouvement et bien marquer le rythme.
On pourrait aussi citer René Leibovitz, par exemple, ou même la version de 1976, le studio de Karajan, qui est paradoxalement la plus vive de ces versions parce qu'elle n'est pas envahie par le legato. Bon, il y a une très belle version de 1948 aussi, mais je m'arrête là sur la 8e. Et maintenant donc, le dernier monument, la 9e. Alors, c'est une vision monumentale dans tous les sens du terme que propose Furth. D'abord, Furtwängler propose une conception d'ensemble fondée sur l'architecture, marquée par des contrastes très forts et une expressivité totale. Cette expressivité s'incarne particulièrement bien dans la manière avec laquelle Furtwängler fait passer très naturellement son interprétation du 3e mouvement, alors que pourtant il est à l'encontre de toutes les conventions. La profondeur de la vision de Furtwängler est tout simplement vertigineuse dans la 9e. Le premier mouvement est d'une tension et d'une violence qui n'ont d'égal que la clarté de l'exposition des thèmes, notamment dans la fugue, alors même que tout semble pris d'ailleurs dans une forme de maelstrom organique. Furtwängler réconcilie vraiment les contraires. Le deuxième mouvement, il est d'une urgence, il est pris dans une tension permanente. Et le troisième mouvement, c'est un des plus beaux moments, un des moments les plus poignants de l'histoire de l'interprétation, je trouve, quelle que soit la version de Furtwängler dont on parle. Mais alors, quid du dernier mouvement? Peut-on concevoir une vision qui soit la parfaite représentation de la course à l'abîme? Et c'est ici que l'interprétation de Furtwängler dans la 9e commence à me poser un peu problème, à me poser des questions en tout cas. Évidemment, c'est absolument magnifique. C'est d'une puissance évocatrice, sans aucune mesure, sans doute. Mais encore une fois, est-ce que c'est vraiment conforme à ce qu'avait Beethoven en tête, si tant est qu'on puisse savoir ce que Beethoven avait en tête, ce qui nous paraît compliqué parce qu'il est mort depuis un peu longtemps. Évidemment, je n'en sais rien, mais en tous les cas, Furtwängler, il pousse la 9e à ses limites, comme aucun autre chef ne l'a fait. Et il le fait alors même qu'il en ressort une grande évidence et une immense unité. Alors, on est certes aux antipodes complets d'une version solaire ou spirituelle, comme l'extraordinaire enregistrement paru récemment de Masaki Suzuki, et qui est un enregistrement, ça me paraît d'autant plus utile et intéressant de le citer ici que je suis convaincu que Suzuki a attentivement écouté Furtwängler, et comme l'ont fait d'ailleurs d'autres très grands interprètes de la 9e, comme Franz Bruggen par exemple. À ceci près que Bruggen reste dans la noirceur comme Furtwängler, et comme personne ne peut sans doute atteindre le niveau d'expressivité et la puissance évocatrice de Furtwängler, je mettrais Furtwängler largement au-dessus. Mais pour revenir à Furtwängler, parce que comparaison n'est pas raison, on a un certain nombre de versions de la 9e par Furtwängler qui sont très différentes et qui méritent toutes d'être écoutées. D'abord, on a celle de 1937 à Londres, qui est d'une splendide clarté et qui mériterait vraiment qu'on s'y intéresse plus fréquemment. Ensuite, on a les deux versions de Berlin en 1942, l'une étant bien mieux enregistrée que l'autre. La vision de la guerre, elle est véritablement extrême, mais c'est un témoignage absolument unique de l'art de Furtwängler. Mais ma préférée reste sans doute celle de 1951 à Bayreuth, parce que je trouve que c'est la meilleure synthèse de la vision de Furtwängler dans l'œuvre. On a aussi plusieurs superbes versions avec la Philharmonie de Vienne qu'il faut mentionner en 1951, 1952 et 1953, cette dernière ayant notamment été éditée par Deutsche Grammophon et Orfeo. Alors, Furtwängler revient ensuite diriger l'œuvre à Bayreuth en 1954, dans une version qui est quand même moins tendue qu'en 1951, et il la dirigera enfin à Lucerne, quelque temps avant sa mort, dans une interprétation qui regarde presque vers l'au-delà, comme le rappelait d'ailleurs Christophe Lambinet, dans un épisode du podcast L'enregistrement qui m'a marqué, qui est disponible sur la chaîne et que je vous recommande vivement. Sur ce, je vous propose évidemment d'écouter un extrait.
Alors voilà pour ce parcours au cœur de la vision de Furtwängler des symphonies de Beethoven, mais désormais je vous propose d'essayer d'identifier certains points cardinaux qui font unité, qui constituent le propre de l'appréhension des symphonies de Beethoven par Furtwängler, exemples musicaux à l'appui, comme je vous l'avais proposé pour Brahms. Évidemment, on est encore une fois dans une analyse d'une pure subjectivité, c'est une opinion personnelle. Alors, je vous parlais en introduction de l'humanisme, qui revient à l'esprit en premier lieu quand on parle de Beethoven, donc revenons-y. La musique de Beethoven, en tant qu'il est peut-être le compositeur dont la musique est la plus infiniment humaine, implique évidemment également ces moments, ces phases de noirceur, ces recoins les plus sombres, ces ombres. Mais les ténèbres n'envahissent jamais complètement le Beethoven de Furtwängler. Le chef va toujours emplir les moments dramatiques d'une forme de catharsis qui n'est jamais surjouée. Il y a toujours une théâtralité sincère, un dramatisme au sens premier du terme, une dimension dramatique pourrait-on dire, mais toujours la sincérité prend le pas sur ce qui semblerait fin. Et en cela, c'est toujours le lyrisme qui semble prédominant sur la lamentation, qui l'emporte dessus. Alors, quand on parle de lamentation, cela peut aussi faire penser à certains portamento très appuyés dans des mouvements tragiques, ou du moins des mouvements lents, qui deviendraient affectés chez d'autres chefs qui appartiendraient à la même tradition interprétative de Furtwängler, comme un chef qui typiquement fait usage de ces portamento, Wilhelm Mengelberg. Mengelberg, lui, il cherche toujours le lyrisme, mais il appuie tellement ses intentions que cela devient ou bien maniéré, ou bien techniquement très segmenté. Et en fait, avec Mengelberg, on passe de fait du côté de la scission plutôt que de la continuité, et Furtwängler restant, je pense, beaucoup plus cohérent que Mengelberg, au moins dans Beethoven, et je pense en général. Alors, cet humanisme de Beethoven s'incarne particulièrement bien dans la manière avec laquelle Furtwängler dirige la 5e symphonie, avec à cœur de représenter les différentes facettes de l'esprit humain dans toute sa complexité, singularisant sa particularité.
Cependant, malgré toute cette capacité d'empathie, on pourrait dire, qui transperce la représentation, cette humanité, c'est aussi celle d'un homme perdu dans la mauvaise époque. On a souvent dit de Furtwängler qu'il était un homme du 19e siècle, né trop tard, et je suis assez d'accord avec cette conception. Et c'est peut-être d'ailleurs ce post-romantisme qui éloigne Furtwängler de la lumière des œuvres de Beethoven. Furtwängler dirigeait par exemple Coriolan, l'ouverture, avec une noirceur que personne d'autre n'a su, ou même n'a voulu atteindre, et il n'a jamais dirigé la Missa Solemnis. Une forme de solitude semble ainsi parfois traverser les incursions de Furtwängler dans la musique de Beethoven, mais cette solitude est toujours profondément incarnée, organique même. Les interrogations, fussent-elles vraiment graves, se répondent entre elles pour former ce qu'on pourrait presque apparenter à un parcours d'élévation. Et cette solitude, elle est donc véritablement romantique par toute la métaphysique qu'elle entraîne dans son sillage, et qu'elle exprime avec toute la sincérité de Beethoven. Sans doute que la musique de Furtwängler était profondément romantique, aussi par sa capacité à venir inscrire de la métaphysique, de l'idéalité dans une matière orchestrale, comme prise dans ce crépitement permanent dont je vous parlais avec la cinquième. Cette solitude, donc, elle ne crie pas, du moins garde-t-elle une forme de retenue dans son expression, une retenue qui trouve sa catharsis dans la bravoure chez Beethoven, au sens où elle s'en sert comme d'un espace de libération. C'est ainsi que je vous propose de lire cet aspect, même si ça n'est qu'une pure hypothèse et qui sera, je crains, jamais résolue, dans la façon dont Beethoven dirige la symphonie héroïque. Et donc voici le deuxième mouvement, la marche funèbre.
on trouve dans l'interprétation que propose Furtwängler un Beethoven sensuel, parfois même charnel. Et cela se retrouve tout à fait dans la manière dont le chef va lier avec cohérence les atmosphères des symphonies. Mais ici, c'est peut-être une constante de l'art de Furtwängler, qu'on retrouve dans les œuvres de Beethoven, comme dans toutes ses autres interprétations. Mais je vous propose alors une légère incursion hors des symphonies pour parler d'une relation humaine qui nous en dit beaucoup sur Furtwängler. Le pianiste que Furtwängler admirait le plus, c'était Edwin Fischer. Les deux artistes avaient en commun cette vision idéaliste et métaphysique à la fois de Beethoven, et c'est une osmose, un enchantement même, qu'on ressent particulièrement bien dans l'enregistrement du concerto L'Empereur qu'ils ont gravé ensemble en février 1951, dans la foulée d'un concert dont on ne possède malheureusement aucune archive, La Barbe. Furtwängler et Fischer se complètent ici à merveille, et donnent au concerto une énergie toujours renouvelée, lumineuse et profonde, et par-dessus tout une vision vivante et triomphale. Ici, c'est, et il convient de rappeler que c'est loin d'être toujours le cas avec Furtwängler, la lumière qui va triompher pleinement des ténèbres. C'est une interprétation romantique, au sens presque philosophique du terme, en ce qu'elle s'éloigne plus à chaque note supplémentaire du chaos. Mais il y a un document qui me paraît essentiel quand on s'intéresse à la relation que Furtwängler entretenait avec Beethoven, si l'on parle français, encore que de toute façon il y aura des sous-titres. Ce document, c'est cet extrait, que je vais vous passer juste après, dans lequel Furtwängler explique sa conception de la 5e symphonie à la radio française, au micro de Fred Goldbeck en 1953. On l'a déjà rappelé, la 5e de Beethoven, c'est l'œuvre qu'a le plus donné Wilhelm Furtwängler durant sa carrière. Il en reste toujours aujourd'hui un immense interprète, peut-être le plus marquant du XXe siècle en un sens, et donc je vous propose de voir toute la postérité, toute l'influence de Furtwängler sur les chefs d'orchestre qui ont suivi, et qui se sont, d'une manière ou d'une autre, réclamés de lui, sans pour autant l'égaler ou, tout du moins, lui ressembler. Furtwängler étant évidemment un chef inimitable, je vous propose ainsi de réécouter le tout début de la 5e symphonie donnée par Furtwängler au Titania Palast à Berlin le 23 mai 1954.
propose donc, je vous l'ai teasé, je vais donc enfin vous le donner, pour expliquer cette interprétation, d'écouter le chef lui-même exposer sa vision de l'œuvre en avril 53 dans ce fameux entretien au micro de Fred Goldbeck. Prenons un exemple très connu, la 5e symphonie de Beethoven, le premier mouvement. Il se compose de 3 éléments thématiques. Plusieurs interprètes, avec leur souffle, leur goût, leur tempérament différents, pourront jouer dans les tempi différents, plus lourds ou plus légers. Mais pour une interprétation juste, une chose devra toujours être pareille. La chose qui fait que les détails cessent d'être des détails et entrent par leur éclairage et leur relation dans une unité supérieure. Dans notre exemple, il s'agit du rapport entre les 3 éléments thématiques. Le premier devra avoir la violence et la grandeur de Beethoven. Le deuxième devra avoir le sourire et la tendresse et je dirais presque l'innocence de Beethoven. Et le troisième est le plus difficile à mettre dans sa lumière exacte. Il semble plus neutre, une formule de cadence presque conventionnelle. Mais il devra, à cause de sa signification dans l'ensemble du mouvement, avoir ce caractère d'affirmation définitive, de sublimité triomphale qui donne leur conclusion et leur vrai sens aux 2 autres thèmes. Et je ne crois pas qu'il existe des façons différentes de sentir et de faire sentir ce rapport des idées musicales qui est, chez Beethoven, encore plus important que les idées en elles-mêmes. Et c'est sur cela qu'il faut que porte l'attention de l'interprète. Son interprétation aura alors 2 avantages. Elle rendra tout parfaitement clair pour l'auditeur et elle sera parfaitement naturelle. Ces 2 éléments, clarté et naturel, sont les 2 principales règles à suivre pour obtenir la bonne interprétation. Après avoir vu avec Furtwängler lui-même ce qu'était en profondeur son interprétation de manière directe, parlons de son influence sur plusieurs grands chefs du XXe siècle, et d'abord écoutons l'un des interprètes qui a le plus appris de Furtwängler, et dont on a souvent dit qu'il était peut-être la synthèse parfaite entre Furtwängler et Toscanini bien plus que Karajan, Carlos Kleiber, de qui Furtwängler était la principale inspiration avec son père Erich, dont le style différait énormément de Furtwängler. Voici donc Carlos Kleiber dirigeant le début de la 5e symphonie à Chicago en 1978.
Carlos Kleiber est sans doute, bien que son interprétation soit évidemment très différente de celle de Furtwängler, le seul à véritablement reprendre au mot le sens que Furtwängler donnait aux 3 motifs au début du mouvement. D'abord, il y a cette attaque très sombre, dès le premier accord, puis ce rebond à mesure que cela se développe, et enfin ce prolongement de l'énergie au cuivre presque vers le néant. La violence, elle est ainsi dans cette écrasante vivacité, alerte, et la grandeur, elle est dans l'atmosphère sombre qui semble étouffante dès l'entrée. La transition vers le deuxième motif est absolument somptueuse, d'une cohérence extraordinaire, ce qui permet à Kleiber d'esquisser petit à petit ce sourire et d'élever cette innocence. Enfin, Kleiber utilise son tempo vraiment rapide pour amener la cadence en ce qu'elle devient presque, pour ne pas dire qu'elle devient véritablement une danse. Et l'on retrouve alors le rebond qui anime l'interprétation depuis l'entrée. Là où Kleiber est également un chef de génie, c'est que si les détails cessent d'être des détails, ce qui fait qu'une interprétation est juste, selon le mot de Furtwängler, on l'a vu, c'est bien parce que le chef les prend en compte dans leurs particularités pour les intégrer à l'ensemble par les facteurs qui assurent la cohérence. Ici, ce sont le rebond et le tempo. Et notons d'ailleurs que le tempo est ici inchangé, là où Furtwängler ne cesse d'opérer des variations marquantes dessus. Un autre grand héritier de Furtwängler, bien que Furtwängler le détestât, c'est Herbert von Karajan. On sait bien que, pour les raisons qu'on connaît, Furtwängler voit une certaine animosité à Monsieur K. Et Furtwängler, il était cependant pour Karajan tout un monde, dit-il. Son apparition, toujours Karajan qui parle, l'ayant toujours accompagné dans sa carrière, dans son activité. Et Karajan définissait l'art de Furtwängler ainsi. Vous pouvez le trouver, d'ailleurs, vous pouvez trouver ce document dans une circulaire de la société Furtwängler qui s'appelle l'Atelier du Maître. Karajan dit ainsi ceci pour définir l'art de Furtwängler. C'était vraiment caractéristique de lui que quelque chose vienne ainsi s'éteindre, et qu'ensuite, à partir du silence ou du calme momentané, quelque chose de nouveau se développe ensuite. C'était des moments qui avaient avec lui une force d'expression inhabituelle. Et là, il faisait une chose admirable, que m'a raconté Siegfried Boris, qui était concertmeister quand j'ai pris la tête du Berliner Philharmoniker, et qui avait tout le temps travaillé avec lui. Vous savez, dans ces moments-là, on avait soudain l'impression qu'il cherchait une sortie. Il cherchait une voie hors de l'incertitude. Il essayait de trouver une nouvelle interprétation. Karajan reprend donc. Il en était bien ainsi avec lui. Cela n'était pas une recherche et une invention, mais c'était véritablement la disparition d'une chose avant qu'autre chose existe déjà. On voit ainsi ce qui était important pour lui, ce qui était important pour Furtwängler. Ce qui somme toute était une situation fondamentale de la vie, à savoir une nouvelle décision après le doute. Et on peut toujours le constater chez lui. Que ce soit dans la transition du 3e au 4e mouvement de la 5e de Beethoven ou ailleurs, c'était toujours la même chose. Je vous propose ainsi d'écouter la version d'Herbert von Karajan, dans la 5e, ici en public, en 1977 à Tokyo, parce que je trouve que Karajan, notamment dans Beethoven, est plus intéressant en public qu'en studio. Alors encore une fois, une attaque très sèche au premier accord, peut-être moins sombre que dans la version de Carlos Kleiber, même si tout aussi violente. Les cuivres sont peut-être aussi plus brillants, l'orchestre plus rutilant globalement, même si moins virtuose que ceux évidemment du symphonique de Chicago que Kleiber dirigeait. Chez Karajan, on retrouve donc indéniablement la grandeur, la violence, la puissance presque, ce que ne recherchait d'ailleurs pas Furtwängler.
Mais si Karajan, avec ce sens qui semblait chez lui presque inné de l'orchestre conçu comme un seul instrument, ne parvient pas à donner toute la lumière que nécessite la tendresse propre à Beethoven, Karajan restitue parfaitement l'aspect cadencé du troisième motif. Mais on retrouve bien chez Karajan cette cohérence comme facteur d'unité, c'est-à-dire que comme chez Furtwängler, l'orchestre est conçu comme un tout, comme une unité. Et à ce titre, le plus important est atteint, car les détails cessent d'être des détails pour entrer dans l'unité supérieure si bien évoquée par Furtwängler. Enfin, ajoutons que Karajan admirait énormément Furtwängler, et cela s'entend par exemple particulièrement bien dans la première symphonie de Brahms. Je le disais dans l'épisode sur Brahms, que ce soit en 1959 à Vienne ou en 1988 à Londres avec le Philharmonique de Berlin. Mais maintenant, je vous propose d'écouter une autre version, à première vue beaucoup plus proche de la vision de Furtwängler, mais la concevoir ainsi serait un petit peu piégeux. Alors que le soleil comme source de lumière semble vraiment m'en vouloir, cette version d'Eugène Rum, dont nous allons parler, que je viens de vous faire écouter, date de 1945. Et elle est aussi avec le Philharmonique de Berlin, l'orchestre de Furtwängler. Et autant dire que cette interprétation est forcément imprégnée de l'art de Furtwängler. Et cela s'entend, cet enregistrement se rapproche par bien des aspects de la cinquième donnée par Furtwängler en 1943. Cependant, notons d'emblée, d'une part, qu'il n'y a pas ici la grandeur métaphysique que Furtwängler donnait toujours à la cinquième. Et que la cinquième de la guerre de Furtwängler, celle de 1943, n'est pas la plus complète non plus de Furtwängler, au sens où il lui manque l'innocence. Elle a perdu le sourire, et évidemment on comprend pourquoi. Mais la version Rum, n'ayant pas en elle cette métaphysique qui fait entrer l'interprétation de Furtwängler dans une dimension supérieure, cette version Rum, elle ne reste en quelque sorte qu'un amas de violence et de noirceur, et elle s'arrête là. Mais bien évidemment, l'orchestre sonne magnifiquement, les lignes sont lisibles, elles sont très claires même, et il y a une très belle cohérence. Mais je crains que ça ne suffise pas. En fin de compte, là où les partis pris de Furtwängler, par exemple celui d'étirer les accords jusqu'à ce qu'ils deviennent étouffants pour amener une énergie énorme, là où ces accords étaient puissants et pleins de sens, repris par Rum, ils paraissent sans doute vains, on a presque l'impression que Rum singe ces manières de Furtwängler. C'est typiquement ce que je vous disais à propos de Furtwängler, et je pense qu'on peut généraliser ça aux grands chefs, que reproduire leur manière, la manière de ces interprètes, c'est systématiquement tomber dans le mauvais goût. La dernière version dont je voulais vous parler enfin concerne un interprète qui avait une immense admiration pour Furtwängler, bien qu'il joue sur des instruments d'époque. C'est celle de Franz Bruggen.
Ce qui s'est évidemment transmis de Furtwängler à Bruggen, ou plutôt que Bruggen a appris en écoutant Furtwängler, c'est avant tout une grande expressivité. Bruggen sait donner beaucoup de matière à ses interprétations sans que pour autant cela paraisse lourd. D'ailleurs, c'est une prouesse, il a un orchestre réduit. Et d'ailleurs, Furtwängler n'est jamais non plus à proprement parler lourd dans la cinquième. Même dans son studio de 54, qui est pourtant très lent, même s'il est pesant, il y a un équilibre absolument parfait, un équilibre souverain. Et ce qui en un sens pourrait étonner, c'est que la version de Bruggen, c'est une version historiquement informée, une version sur instrument d'époque. Et pourtant, cette interprétation est réellement personnelle. Elle est réellement imprégnée par un héritage post-romantique, même si elle cherche à évacuer les aspects problématiques du post-romantisme. Et on perçoit ça d'abord dans la noirceur qui traverse déjà ces premiers accords qui pourtant ont été allégés. Puis cette noirceur qui vient accompagner un développement qui lui respire beaucoup. En effet, Bruggen a beaucoup appris de Furtwängler sur ce rôle essentiel de la respiration si l'on veut maintenir la tension intacte. Et c'est d'ailleurs aussi en cela, par la respiration, que la direction de Bruggen est véritablement organique. Et puis, avec un art de la transition aussi étincelant que la sonorité de l'orchestre, ce fameux orchestre du XVIIIe siècle, Bruggen va annoncer le deuxième motif dans tout ce qu'il a de lumineux, de brillant, sans être non plus extravagant ou rutilant, comme l'était par exemple Karajan. En fait, toute la version de Bruggen est formidablement équilibrée et naturelle. Et cela se remarque d'ailleurs très bien dans le dernier motif cadencé qui, malgré un tempo plutôt lent, reste avant tout spontané. Alors, ce qui est très intéressant, ce qu'on peut retenir, je pense, dans cette étude de cas, c'est qu'on peut très bien distinguer ce qui s'est transmis à travers ces quelques mesures du début de la 5e symphonie. Et ce, même si les extraits sont très courts, même s'ils trahissent un peu les interprètes, et ce serait d'ailleurs également particulièrement intéressant de comparer toutes ces versions sur la transition entre les 3e et 4e mouvements, que Furtwängler ne réussit sans doute comme personne. Et cette comparaison elle permet aussi de souligner comment les grands chefs qui sont héritiers de Furtwängler, ou en tout cas, si Furtwängler n'a pas d'héritiers qui se sont réclamés de lui et qui l'ont écouté, sur qui Furtwängler a une influence décisive, comment ces chefs sont parvenus à proposer leur propre interprétation, leur vision vraiment singulière, en gardant l'esprit essentiel de la 5e symphonie, ainsi que les enseignements de la vision de Furtwängler qui transparaissaient dans ces interprétations. Dans chacune de ces interprétations que je vous ai fait écouter à la suite, à part peut-être celle de Joachim, les détails cessent d'être des détails et entrent dans une cohérence globale et dans une remarquable unité. Et si l'on revenait à Furtwängler maintenant? Je voudrais conclure par un avis personnel. En fait, je pense que Furtwängler, je vous l'ai dit en introduction, est aussi génial que problématique dans son appréhension des symphonies de Beethoven. Pourquoi il est génial? Il est génial aussi bien par l'appréciation esthétique qu'on peut avoir de toutes ces interprétations, que par son héritage, ou du moins l'influence qu'il aura sur tellement de chefs. Ce que j'ai essayé de vous montrer un tout petit peu, parce qu'on n'a pas le temps déjà, et puis que c'est déjà assez long comme ça. Et pourquoi Furtwängler est problématique? Il l'est au sens où, pour moi, de manière très prosaïque, il pose problème. Il pose des interrogations. Mon interrogation, plutôt qu'une véritable réserve en réalité, se pose sur le fait que Furtwängler semble plaquer un héritage interprétatif très postérieur à Beethoven. C'est une vision rétrospective qui me paraît occulter une partie essentielle du souffle qui anime la musique de Beethoven. En fait, la vision de Furtwängler, elle est partielle, et cela la rend fabuleuse autant que cela l'affaiblit. Furtwängler révèle véritablement, au sens où, vraiment, on est face à une révélation. Les symphonies de Beethoven, dans leur profondeur, et dans le vertige de leur écriture, de leur portée à la fois complexe, sensible et métaphysique, tout ça, on le retrouve chez Furtwängler, et on ne le retrouve que chez Furtwängler, peut-être, mais Furtwängler serait-il le chef que je recommanderais à un néophyte pour découvrir la musique de Beethoven? Sûrement pas. Et j'ai réalisé ce paradoxe avec une certaine expérience, une certaine pratique des symphonies de Beethoven par Furtwängler, que j'écoute et que je chéris depuis 8 ans maintenant, et que j'espère écouter et chérir pour longtemps encore. Bon, le soleil est passé, je semble avoir retrouvé la vision. Le legs discographique de Furtwängler dans Beethoven est profondément émouvant à mes yeux, parce qu'il est le témoignage d'une vision absolument unique. Il est complètement impossible de vouloir même tenter de le reproduire. Au fond, c'est le legs d'un chef total qui trace pourtant un chemin singulier dans ce qui reste peut-être le plus grand corpus symphonique de toute l'histoire de la musique. C'est sur ces mots que je vous quitte. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie aussi de nous suivre à la Société Furtwängler. Je vous invite évidemment à vous abonner et je vous dis à bientôt.